En Égypte, la reine-mère du nouveau pharaon peut engager toutes les réformes qu'elle souhaite. C'est le début de sa grande campagne de propagande. D'abord, Cléopâtre veut annoncer la naissance de son fils en grande pompe. Que la population le reconnaisse. Pour ça, la dernière reine d'Égypte va ordonner la construction d'un Mamisi. C'est un petit temple dédié à un jeune dieu tout juste né. Une tradition qui pourrait remonter à Ramsès II, le grand bâtisseur du Nouvel Empire, mais qui a surtout été suivie par les Ptolémées. Ces maisons de naissance étaient des chapelles classiques, des temples égyptiens. Elles célébraient la naissance d'un jeune dieu. Ces Mamisi étaient construits pour soutenir et présenter le prochain souverain comme faisant partie de cette ligne de succession de la divinité, l'égale des dieux. C'est à la fois une commémoration théologique, mais surtout politique, puisque ça commémore aussi la renaissance du roi. Cléopâtre veut prouver que son fils est le digne héritier des pharaons de sa famille. Le Mamisi de la dernière reine d'Égypte se situait à Herman, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Luxor. Mais il n'en reste rien aujourd'hui. Pourtant, c'est l'un des seuls monuments que Cléopâtre a réellement fait bâtir pendant son règne. De façon tout à fait exceptionnelle, avec l'aide d'archéologues, nous pouvons recréer ce magnifique édifice à la gloire du jeune Césarion, le premier fils de la dernière reine d'Égypte. En calcaire blanc, son Mamisi se composait de plusieurs salles à colonnes de forme rectangulaire, ornées de scènes d'offrandes et de conceptions divines. Il devait être richement décoré, très coloré, et son sanctuaire restait réservé aux membres de la famille royale et aux prêtres. Cléopâtre a repris ce concept en Haute-Égypte pour démontrer la naissance divine de son fils avec Jules César, Césarion. Pour ne laisser aucune place au doute sur sa filiation, Cléopâtre y avait même apposé ses cartouches et celles de son fils. Elle se pose en duo au pouvoir. Elle est la mère, la reine, la pharaone, et il est le co-pharaon. Donc le projet pour son fils aîné, c'est l'héritage. Ce sera lui qui deviendra pharaon quand elle mourra. Pour installer son fils sur le trône et légitimer son pouvoir, la reine va utiliser la gravure. Un exemple rare est aujourd'hui conservé dans le sud de la France, au Musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est un fragment de corniche d'une chapelle disparue à Coptos, près de Luxor. Donc ici alterne le cartouche de Césarion, donc le nom du roi en hiéroglyphe dans cette forme circulaire qui est surmontée d'une double plume et d'un disque solaire, donc Isarès, et puis derrière donc celui de sa mère Cléopâtre. Et derrière encore, en facteur commun aux deux, l'épithète « celui qui sauve », Soter, qui était l'épithète de Ptolémée IX, le grand-père de la reine. Donc ça exprime bien le fait que Cléopâtre voulait vraiment associer son fils à cette lignée. Ce fragment rappelle la lignée des pharaons égyptiens ptolémaïques, vieille de près de 300 ans, mais aussi une lignée romaine, au pouvoir déjà bien installé dans toute la Méditerranée. Cléopâtre tient absolument à rappeler la double origine de son fils. Il coche toutes les cases des civilisations méditerranéennes les plus influentes de l'époque. Mais ce n'est qu'un petit aperçu du plan de Cléopâtre. À Dendera, Cléopâtre va afficher son ambition de mère de pharaon en format XXL. Le temple a été construit par son père, Ptolémée XII, lorsqu'elle n'était qu'une adolescente. Mais c'est elle qui termine la décoration pendant son règne. Dendera était parmi les plus beaux temples de l'Égypte ancienne. Il est très bien conservé. Le toit, les colonnes et le portique avant sont intacts. C'est un exemple rare de ce qu'était un temple égyptien et ptolémaïque. Aujourd'hui, nous voyons les temples comme de simples pierres, et c'est beau de simplicité. Mais ce n'est pas ce à quoi ils ressemblaient. Ici, il y aurait eu des touches de couleurs partout, de la peinture rouge, verte, bleue et jaune sur toute la structure. Regardez, on peut encore voir des traces de bleu sur les ailes de la déesse. Pour moi, c'est l'un des plus beaux temples de toute l'Égypte antique. C'est à l'arrière du temple que l'on découvre son message de propagande le plus explicite.
Cléopâtre est représentée avec son fils. En tant que régente, elle le place devant elle, en figure pharaonique. Voilà un relief géant de Cléopâtre et de son fils Césarion. Ce sont des images remarquables. Elle a réalisé cette inscription dans le temple que son père Ptolémée XII avait construit. Elle ajoute son empreinte. Cléopâtre se montre derrière son fils, qui s'appelle Ptolémée César, sur le cartouche. Ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle dit à tout le monde qu'il est son successeur légitime, le prochain pharaon d'Égypte. C'est l'une des rares images de Cléopâtre datant de son époque et qu'elle a elle-même commandée. C'est une chance d'avoir cette représentation colossale de Cléopâtre qui explique qui elle était, ses ambitions politiques. C'est vraiment unique. C'est fou qu'il soit toujours là, bien préservé. En moins 41, Césarion est donc installé bien confortablement sur le trône d'Égypte. Tout le royaume est au courant, et même au-delà des frontières et des mers, jusqu'à Rome. Une nouvelle qui n'est pas du goût d'Octave, le fils adoptif de Jules César. C'est lui qui l'a désigné comme héritier dans son testament. Hors de question de laisser ce jeune roi égyptien lui ravir sa place. À l'âge de 6 ans, la vie du petit Césarion est déjà menacée. Cléopâtre avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde romain. Enfin, le plus connu était évidemment Octave. Octave, c'est un animal à sang froid. Elle ne pourra pas utiliser le sexe et le charme. Elle sait qu'elle ne peut pas le séduire. Cléopâtre n'a pas le choix. Elle doit chercher d'autres alliances pour protéger ses intérêts. Et justement, elle est convoquée par un homme fort de la République romaine, chargé de la partie orientale de ses territoires. Il s'appelle Marc-Antoine. Marc-Antoine était censé être très séduisant. Son statuaire le montre avec des cheveux bouclés et des traits d'une beauté très classique. Il était plus jeune que Jules César. Leur rencontre se fait à Tarse, au sud-est de l'actuelle Turquie. Elle arrive à Tarse, mais en grande pompe. Il faut imaginer, dans le port de la ville, un immense bateau qui arrive avec des voiles teintes à la pourpre, ça coûte très très cher, une proue en or, des rames en argent, c'est un navire de déesse qui arrive. Et pour couronner le tout, l'équipage est formé de jeunes femmes presque nues qui rament. C'est une vision totalement divine qui apparaît. C'est le début d'un couple célèbre qui va susciter les passions de l'époque jusqu'à nos jours. Un duo mythique qui a le même rêve de puissance. Il la fait venir à Tarse parce qu'il a besoin, comme elle est une reine amie, qu'elle emmène des contingents armés pour participer à ses conquêtes. Elle est charmante, elle est sexy, elle est intelligente, elle a du caractère. Mais évidemment qu'il tombe amoureux tout de suite.